visitez alanon.org. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de gratitude avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. Je vais aussi m'entretenir avec un conservateur du Musée canadien de l'histoire à propos d'une magnifique exposition qui s'en vient très bientôt intitulée Reine d'Égypte. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec l'auteur Marie-Claude Hansen qui a un roman qui va paraître bien plus tard. Je vais vous donner la date pour vous laisser un peu sur le vif. Un roman intitulé Vignettes africaines. Et Marie-Claude, avant de parler en long et en large de ce roman, de son contenu, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un roman sur l'Afrique, sur votre vécu en Afrique. Bonjour Claude Andrea. Bonjour. En fait, que vous avez parlé de gratitude, et puis Oui. pour moi, c'était un acte de gratitude pour mon enfance, parce que j'estime que j'ai vécu une enfance exceptionnelle. Mes parents qui avaient vécu la guerre 40-45, 39-45 en Belgique, ont trouvé un travail. Mon père a trouvé un travail au Congo. Le pays était dévasté, enfin toute l'Europe était dévastée. Et moi, je suis partie bébé au Congo. Et j'ai été élevée en brousse, parce que mon père travaillait vraiment dans un tout petit village au départ, en pleine brousse, qu'on appelait la brousse, pas la campagne, hein, c'est la brousse en Afrique. Et puis c'est ça, j'ai été élevée là entre les gens de la maison, les domestiques, les animaux, la nature, mes parents, en grande liberté. J'ai parlé mieux le swahili et le lingala que le français. Et c'est pour dire que j'étais bien intégrée. Et j'ai été choyée. J'ai été un enfant choyé. J'ai été choyée par les Africains et par les gens du village, les gens, toutes les personnes que je rencontrais. Ils adoraient les enfants. Et quand je suis arrivée, ils avaient même jamais vu un enfant blanc. Alors j'étais Oui. un petit bébé blond aux yeux bleus. Ça fait que ça les a pas mal épatés. Le Alors, quel contraste est le était souvenir? fort. Quels sont Oui. si je vous disais comme ça, pêle-mêle, comme au pif, là, quels sont les deux souvenirs d'enfance que vous chérissez vraiment Oh de là votre vie là, en c'est Afrique? difficile. Ben, c'est difficile parce que entre 9 mois et 6 ans, un enfant Ah, il y a peu de souvenirs, hein? change tellement que... Mais disons que j'étais très attachée. J'avais une nounou et c'était ma maman en fait, c'était ma seconde maman et j'étais très Oui. attachée à elle et au cuisinier qui a que qui s'occupait de tout et qui était mon papa de substitution, parce que mes parents, imaginez, ils avaient vécu la guerre. Ils étaient jeunes, ils avaient vécu la guerre pendant 5 ans. Ils avaient quitté un pays dévasté et où il y avait plus rien. Mon père trouvait pas d'emploi. Mon père était sorti de l'université, docteur en droit, et il n'y avait aucune chance pour qu'il trouve une place d'avocat ou quoi que ce soit. Fait qu'il a fait l'école, ce qu'on appelait l'école coloniale à l'époque. Et puis, quand ils sont arrivés au Congo, c'était extraordinaire, c'était l'aventure, et ils pensaient qu'ils allaient là pour bâtir quelque chose, pour aider le pays, ce pays-là vaste, fait 80 fois la Belgique, C'est à ça. se développer. Alors, vous m'avez dit tantôt en privé que Vignette africaine, c'est pas tant une biographie, mais ça a été un peu saupoudré d'imagination et tout. Et là, ma question est de savoir, qu'est-ce que vous avez déposé comme écrit, qu'est-ce que vous avez déposé comme expérience dans Vignette africaine, surtout pour les lecteurs qui auront envie de lire Vignette africaine? Vous voulez dire ce qui est inventé? Non, ce qui se trouve carrément même dans le livre, on va dire. En fait, ce qui est vrai,
C'est la petite fille qui découvre le monde. Euh, ce qui est, euh, Ce qui est inventé, c'est son petit camarade, en fait. J'en ai eu un, mais beaucoup plus tard. Et donc Amédée est un personnage fabriqué. Euh, j'ai une sœur qui est née au Congo, que je n'ai pas mis dans le livre pour toutes sortes de raisons. Et, euh, et il y a des histoires qui sont arrangées. Elles sont vraies au départ, puis elles sont arrangées. Parce que on est auteur aussi, c'est pas. C'est ça, J'ai définitivement. beaucoup de plaisir de partir de la réalité, ou en tout cas des souvenirs que je pouvais avoir, et de recréer un monde. Ce qui fait que mon enfance, elle est aussi en partie imaginaire. Si vous retournez à votre enfance, il y a beaucoup de choses que vous aurez réinterprétées. Au fond, Définitivement, et le définitivement. travail de l'auteur, c'est ça aussi. Définitivement. Et parlant du travail de l'auteur, on s'en est parlé un peu avant l'émission. Et puis, c'est toujours bon de voir un auteur ou peut-être même quelqu'un qui a vécu une expérience de l'autre côté du bord de la médaille, si je peux le dire ainsi. Parce que, on parlait tantôt de l'auteur Blaise Ndala qui a écrit dernièrement Dans le ventre du Ouais, Congo, qui montre un peu ouais, les atrocités, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé ouais, avec la ouais, colonisation belge, mais de voir ouais, ouais, aussi que de l'autre côté, on va pas vous dire que vous étiez des colonisateurs. Non, je vais pas aller jusque-là, mais ouais, juste ouais, on dire était que des il y a du colonisateurs. Ah positif non, dans non. ça. Bon, Ben, là, je écoutez, pense qu'on est en 2000. Ben, ok, non, on non, pourrait le dire comme ça, mais mais je moi, crois que ces la vérité, termes-là, c'est la vérité. Mais en fait, je vais vous dire, par exemple, la Belgique, elle n'est indépendante que depuis 1830. c'est ça. Depuis Jules César, depuis la guerre des Gaules de Jules César jusqu'en 1830, la Belgique a été un pays colonisé. On a été colonisé par les Romains, on a été colonisé par les Hollandais, on a été colonisé par les Espagnols, on a été colonisé par les Français, on a été colonisé par les Allemands. Donc, Hmm. le Québec et le Canada, les francophones ont été colonisés par les anglophones, et les francophones et les anglophones ont colonisé les Amérindiens. On voit ce que ça donne C'est aussi. ça. Ça donne aussi des atrocités, Ouais, mais ça donne ouais, de belles choses, ouais, mais ouais, ça donne aussi beaucoup de choses difficiles. Alors, ouais. je veux dire, tout le monde est le colonisateur et tout le monde est un peu le colonisé de tout le monde. En Belgique, il n'y a pas eu que des atrocités, et dans ce qu'on raconte, il y a beaucoup de fausseté. Par exemple, on a dit, à partir de la fin du 19e siècle, les Anglais ont entamé une campagne de diffamation euh, autour du roi Léopold II et autour de la colonisation du Congo. Parce qu'au départ, Léopold II, fait rarissime dans l'histoire, il a acheté le Congo avec son argent propre à l'époque, fin du 19e siècle. Ça s'est fait quand, par exemple, la France a vendu la Louisiane aux États-Unis. Mhm. Donc, ce sont des choses relativement rares. Et Léopold II pensait, c'était l'époque où on avait besoin de caoutchouc, parce que on commençait à construire des voitures, et l'ivoire aussi, qui était très précieux. Notamment, les Belges étaient des fabricants de boules d'ivoire pour les billards dans le monde entier. Donc, il nous fallait de l'ivoire, donc les éléphants, Il, etc. Donc, c'était aussi, tous les colonisateurs ont eu des colonies pour faire de l'argent, quelque part aussi. il va nous Hein? rester Et juste 20 secondes. Écoutez, Marie-Claude Hansen, merci beaucoup oui, d'avoir déposé votre ressenti, votre vécu quelque part aussi dans ce livre-là que je vais inviter les gens à aller se le procurer au www.interligne.ca qui va paraître le 16 juin. Ça, c'est l'annonce officielle qu'on partage en primeur avec nos d'accord. internautes et je vais vous souhaiter bon succès pour la suite et au plaisir de se Je vous reparler, remercie. pourquoi pas, peut-être Oui, 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 bien sûr. pour Ça un passe trop patch vite, tout de la suite à vie. l'instant. Oui, ça passe. Merci infiniment. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.interligne.ca pour pouvoir vous procurer le roman de l'auteur Marie-Claude Hansen intitulé Vignettes africaines. Je vais maintenant m'entretenir avec Monsieur Mauro Perizzini, conservateur d'histoire sociale au Musée canadien de l'histoire, mais aussi quelqu'un qui a travaillé très fort sur une exposition dont on parle maintenant intitulée Reine d'Égypte
et je vais faire chapeau bas. Je suis allée regarder le site web par rapport à cette exposition-là et je suis tombée en amour. Première question pour vous, Monsieur Moreau, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de ces entités-là, de ces femmes-là qui ont vraiment quelque part apporté une touche particulière à l'histoire de l'Égypte? Le thème des reines d'Égypte, ça fait longtemps en Égypte même et ailleurs qu'on fouille en Égypte et qu'on fouille la vallée des reines. Donc, c'est pas nouveau qu'on découvre des tombes d'épouses, d'épouses royales, de grandes épouses royales, d'épouses secondaires, de mères de pharaons, etc. Et dans le milieu muséal, c'est, je dirais, il y a 10 ans que les musées ont commencé à s'intéresser, à faire des expositions, à présenter les artefacts trouvés sur ce sujet-là. Et je me souviens d'une exposition qui avait eu lieu à Monaco vers 2010, par exemple. Et puis, il y a eu comme ça quelques expositions et Pointe-à-Calière, en collaboration avec le Museo Egizio de Turin, en Italie, qui est la plus grande collection d'objets égyptiens hors d'Égypte, ont décidé de faire une exposition sur ce thème-là. Alors nous, on a une équipe au musée qui regarde les expositions qui tournent, qui voyagent. Nous avons vu ça, on s'est dit, c'est un thème qui rejoint aussi des préoccupations actuelles. Les rapports hommes-femmes oui, sont constamment remis en question et renouvelés dans notre oui, société. Et oui. on s'est dit, ben voilà un aspect de l'Égypte ancienne, au lieu de parler des pharaons comme on le fait souvent, ben voilà un aspect de l'Égypte ancienne qui rejoint un peu les préoccupations d'aujourd'hui. On a décidé d'emprunter cette expo, comme nous, on prête des expos à d'autres institutions. C'est pour ça que moi, je Voilà. suis tombée en amour parce que je suis en pleine transformation là de la lionne qui sommeille en moi et puis de voir qu'il y a il y a des femmes qui ont changé quelque part le monde. Là, je me dis, OK, il faut que j'aille voir cette exposition là. Dites-moi un peu, comment Mm-hmm. vivaient les femmes égyptiennes là, il y a quand même longtemps, hein, 3000 ans passés, si je me Oui, trompe oui. pas. Comment elles vivaient? L'exposition se concentre sur la période du Nouvel Empire. Donc, il y a 1500 avant Jésus-Christ à peu près 1000 avant Jésus-Christ. Là, c'est des approximations. Et donc, on est, oui, 3000 ans. Et bon, la société égyptienne est une société patriarcale. On s'entend, le pharaon est une institution masculine, même si certaines femmes vont atteindre cette position. Cependant, lorsqu'on compare la situation des femmes dans l'Égypte ancienne comparée à ce qui se passe en Grèce, à la même époque ou, disons, pas loin, ce qui va se passer plus tard dans le monde romain ou encore au Moyen Âge européen, les femmes ont un statut bien meilleur en Égypte que dans ces autres civilisations qui vont suivre. Pourquoi? Ben, elles ont un statut légal égal à l'homme. Elles peuvent avoir des entreprises, elles peuvent demander le divorce, conserver les biens qui leur appartiennent. Elles peuvent même atteindre des positions dans l'administration de l'Empire assez élevées, même si elles doivent l'institution du pharaon, le roi, est masculine. Certaines femmes vont devenir pharaon. Alors, Alors, relativement, oui, j'aimerais maintenant allez-y. savoir, j'aimerais vraiment maintenant savoir ces femmes-là, quelles sont les reines déjà que je sais qu'il y en a beaucoup. Nefertiti, tout le monde sait qui est Nefertiti. En tout cas, on nous a assez achalés avec ça à l'école. En tout cas, elle Mm-hmm, est restée dans mon mm-hmm, esprit. Mais à mm-hmm. part Nefertiti, quelles sont les autres reines qu'on va rencontrer durant l'exposition? Alors, oui, Nefertiti, elle est connue. On a Ahmes Nefertari. C'est la Waouh! première reine du Nouvel Empire. Elle est la fille du pharaon qui a repoussé les Hyksos qui occupaient le territoire égyptien et qui fondent le Nouvel Empire. Elle est l'épouse de ce pharaon et elle va elle va être une figure prédominante de cette famille de libérateurs. Deuxième, Hatshepsut. Hatshepsut est une Je reine la qui connais devient pas pharaon. celle-là.
Voilà, Hatshepsut, Ok. c'est la femme pharaon sur les 3000 ans d'existence de la civilisation égyptienne. C'est la femme pharaon qui va régner le plus longtemps, plusieurs dizaines d'années. Et donc, Hatshepsut est très importante. Elle va, elle va avoir une activité diplomatique, militaire, commerciale. Ensuite, il y a, je vous donne des noms, Toui, la reine Toui, la reine Tii, la reine Néfertari, qui n'est pas Ahmès Néfertari, Néfertari, une oui. autre. Néfertari et Néfertari, on a tout un spectacle multimédia qu'on a créé au musée qui évoque le voyage tel que décrit dans sa... En- Voilà des noms de reines. Néfertari, Néfertiti, Ahmès Néfertari, Toui, Tii, Hatshepsut et Isis Néfert. Hmm. Probablement une compétition à Néfertari face à Ramsès II. Les deux étaient mariés à Ramsès II, l'un des plus grands Si vous pharaons. êtes amoureux de l'histoire de l'Égypte, là, oubliez Néfertiti parce que c'était pas la seule qui a vu de l'impact en Égypte. Allez voir l'exposition. J'entends des noms, je suis comme, ok, il y a beaucoup de choses que je dois savoir. Parce que moi, je sens mon amour avec le fait de savoir que dans l'histoire, il y a des femmes qui se sont imposées quelque part, qui ont changé quelque chose, même si ça date de 3000 ans passés et on vit la même chose en ce moment. Et dans l'exposition, on essaie de les mettre dans leur contexte de vie C'est politique, ça. le Mhm. palais, religieux, les rôles religieux à l'époque étaient très importants, donnaient du pouvoir politique aussi, donc dans le temple, leur contexte social dans le harem, qui a rien à voir, le harem égyptien n'a rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par harem. Les femmes étaient libres de entrer, sortir, on donnait une éducation à leurs fils et filles qui peut-être plus tard auraient des charges importantes, princes, princesses, enfants de la haute société. Et aussi dans leur contexte religieux et spirituel. On a toute une section sur la vallée des reines, sur les rites et les croyances dans l'au-delà, la tombe de Néfertari, comme j'ai dit. On a aussi une section sur le village a été fondé par le fils d'Ahmès Néfertari pour que les artisans et les ouvriers qui creusent les tombes puissent habiter près des chantiers. Et là aussi, on a plusieurs magnifiques objets à Alors, voir. parlons des objets, là. Quels sont les artefacts qu'on va voir à cette exposition, la Reine d'Égypte? Ah, alors, vous avez des objets évidemment religieux, des statues de divinités, vous avez des objets de tous les jours. Par exemple, dans le harem, vous avez des instruments de musique, tout ce qui sert au parfum, à l'habillement, les bijoux, voilà. On a un Oui, c'était papyrus, très belle. oui, on a un long papyrus qui raconte, qui fait référence au fait qu'une épouse secondaire de Ramsès III, Tiye, avait décidé de tuer son mari pour placer son fils Pentaour sur le trône. Elle réussit à enrôler dans son plan des scribes, des directeurs, des femmes de portier, des prêtres en magie. Et le complot réussit puisque la momie de Ramsès III montre qu'il est mort autour de 65 ans avec une coupure à la gorge. Cependant, le papyrus nous raconte que les comploteurs ont été découverts et punis sévèrement. Pentaour, le fils de Tilly, a dû se suicider, d'autres ont été amputés. Enfin, c'est assez atroce, ça. Mais leur plan était... Donc, ça montre comment le harem n'était pas juste un lieu de vie privilégiée où ces femmes et ces enfants bénéficiaient d'un monde... d'une vie, oui, très agréable, mais aussi des lieux où des plans politiques Oui, ça là, se c'est dessinaient. intéressant ça. En tout cas, alors là, je sais que le musée a ouvert officiellement ses portes de nouveau au grand public depuis le 2 juin. Alors, Ouais. comment on doit s'y prendre si on a vraiment envie d'aller voir cette exposition-là? Parce que franchement, il faut la voir. Oui, il faut prendre en ligne ou par téléphone, réserver une plage horaire.
hein, parce qu'il va y avoir moins de monde à la fois dans la C'est salle. ça, On a... oui. Par contre, c'est très bon pour les visiteurs parce qu'il est rare de voir des expositions comme ça sans qu'il y ait foule et qu'on doive attendre pour voir tel objet parce que tout le monde est agglutiné autour. Là, c'est une expérience de visite particulièrement intéressante parce qu'il y a très peu de monde dans la salle en même temps. Et pour le spectacle audiovisuel multimédia où on décrit le voyage dans l'au-delà de Néfertari, c'est un avantage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à attendre pour que le spectacle commence dans notre langue. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Moreau, à vous et à votre équipe qui avait travaillé très fort sur cette exposition-là, qui, je suis sûre, va ravir plus d'une femme, dont moi inclus. Hein. En tout cas, on va aller visiter Des le hommes site aussi, web. j'espère. Des hommes aussi, oui, en fait, pour qu'ils essaient de comprendre que si les femmes bougent aujourd'hui dans le monde, là, c'est juste parce que ça vient de loin, en tout cas. On va inviter les gens à visiter le site web, là, et merci beaucoup. Juste dernière question avant de vous laisser aller. L'exposition, elle s'arrête quand? Le 22 août. Le 22 août, on a encore du temps. C'est ça, parfait. Merci beaucoup. On a aussi un espace famille pour les enfants aussi, Mission Néfertari. Il faut en parler. Parfait, merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour voir cette magnifique exposition intitulée Reine d'Égypte, ça sera au www.museedelhistoire.ca. Là, on va rentrer vraiment très, très sérieux pour parler avec notre coach de vie de gratitude. Parce que oui, on a de la gratitude à exprimer parce qu'on n'a pas une année facile. Je parle de ça, je ris déjà, Sylvie, c'était pas facile. Je racontais un peu mes déboires ici, là. En tout cas, mais c'est important de parler de gratitude. Bon, pour quelqu'un qui fait des déboires, tu le fais avec grâce parce que je ne les vois pas des déboires. Alors, félicitations! Mais j'apprends de toi! Okay. J'apprends de toi. Ah, puis si seulement tu me voyais dans mon quotidien à faire des bêtises... bon, puis justement, tu sais, j'ai souvent dit que j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre et dernièrement, j'ai besoin de me faire un rappel de gratitude parce que bon, j'ai célébré ma fête, un changement de décennie et je m'apitoyais sur mon sort parce que j'avais des beaux voyages prévus, des belles aventures, des grandes célébrations et à chaque fois que je faisais le deuil d'une possibilité de marquer. Alors là, comme elle a mentionné, déjà même avant de commencer à attendre qu'elle revienne, moi j'aimerais vous inviter à visiter le site web avec l'accord de la production qu'on voit à l'écran, www.l2emergence.com, parce que sur ce site web-là, c'est là qu'il se trouve le livre de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, intitulé « Vis ta vie ». Et aujourd'hui, comme on a mentionné, on parle de gratitude. C'est une thématique qui se trouve... Est-ce que je suis revenue? OK. Alors, bon, on joue à la tag gelée. Si c'est moi qui est gelée, toi, t'es gelée. À chaque fois que tu faisais le deuil de quelque chose, en même temps, c'est là qu'on s'est arrêté. Ben, oui, c'est ça. Je faisais le deuil d'une possibilité de célébrer. Puis là, je me disais, OK, bon, ben, ça sera pas une grande célébration. Ben, ça sera au moins, bon, avec mon groupe d'amis. Mais non, ça, c'était pas possible parce que la moitié de ma famille vit au Québec, puis bon, etc. Puis à chaque fois que je faisais comme la paix avec les nouvelles possibilités qui s'effaçaient, bon, ben, je me disais, OK, je vais trouver une façon d'avoir de la gratitude pour ce qui est possible. Mais c'était presque comique parce qu'à chaque fois que je planifiais quelque chose, j'apprenais que bon, c'était pas possible. Oui, comme je me suis dit, bon, OK, je vais être tranquille, je vais aller faire du camping. Ça va être réouvert. Je vais aller faire du camping. Mais non, les terrains de camping sont fermés. Donc, puis je voulais m'acheter une nouvelle voiture. Et puis bon, j'avais choisi une nouvelle voiture. J'ai dit, OK, ça sera ça ma célébration. Je vais conduire au volant de ma nouvelle voiture. Je vais dire, oui, c'est le fun. Puis finalement, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Puis parce qu'à cause du confinement, il n'y avait pas d'intérêt à acheter mon ancienne voiture. Et donc, j'étais obligée de retarder l'achat de la nouvelle. Bon, tout ça pour dire que bon, je suis ça, là, c'est des affaires qui sont frustrantes, hein? Oui, c'est frustrant, mais c'est pas la fin du monde. C'est juste que, bon,
c'est ça l'importance de faire de la gratitude. Et j'ai dû pratiquer cet exercice-là de dire, OK, Sylvie, tu es en santé, ta famille est en santé, les choses s'améliorent, tu as eu ton vaccin, etc., etc. Mais j'ai dû comme refaire ce centrage-là pour pouvoir me permettre de passer à travers les déceptions, parce qu'il y avait plein de déceptions. Et donc, je pense que c'est un petit peu l'exercice qui est le thème de la dernière année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Oui, c'est oui. d'apprécier ce qui est plutôt que de pleurer ce qui n'est pas. C'est tellement vrai. Mais à chaque fois, les gens vont se dire que c'est difficile. Mais écoutez, notre coach de vie vient de nous dire qu'elle-même, elle a vécu des affaires et puis elle essaie de pratiquer de la gratitude. Donc, ça veut dire que oui, vous vivez des affaires difficiles, mais il y a moyen de trouver quelque chose dont on peut se réjouir. Et puis là, à la page 39 de ton livre, je sais qu'on a une image qui va passer tantôt. Il y a différents points si vous savez pas comme, trouver de la gratitude ou là, je pense que tu nous donnes des outils. Est-ce que, alors, je pose des questions comme, parce que la gratitude, c'est pas seulement de dire de quoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Alors, dans C'est mon ça. exercice, la page 37, 39, euh, 37, pardon. 37, je donne plein d'idées. Par exemple, peux-tu parler d'Andrea à un compliment que tu as reçu récemment? Ben, je viens de On t'en m'a dit donner que un. j'étais Pour très... quelqu'un qui dit, hein, tu te débrouilles pas mal bien quand tu dis que tu as fait des bêtises. Moi, je les ai pas vues, tes bêtises. Je les cache bien. Mais en tout cas, j'apprends de mes erreurs, c'est ça. Alors, moi, je vais essayer de vous partager un peu qu'est-ce qui se trouve à la page 37 de l'ouvrage Vie ta vie de notre coach de vie. Alors, vous le voyez à l'écran, on vous pose des questions comme quoi, qu'est-ce qui vous a fait sourire, quelque chose que j'aime savourer, un bon coup que j'ai fait, un compliment que j'ai reçu, une chose que je fais avec plaisir et facilité. Et j'aime beaucoup que la coach de vie prenne le temps d'écrire ces différents points-là parce que c'est difficile pour chacun d'entre nous de trouver des points positifs quand tout va mal. Je pense que notre coach est là. Bon, ben c'est ça. Alors c'est toi qui deviens la coach de vie avec toutes ces interruptions. Ben, le livre, mais tu m'as fait ce cadeau-là et je regarde, j'apprends, j'écris. Donc, ça fait que je suis un peu familière. Et puis, écoute, ça fait 2 ans que je te connais. Je t'ai dit que j'apprends beaucoup. Puis moi, qu'est-ce qui m'a marqué chez toi, sincèrement, il faut que je le dise. Donc, ça, c'est ma gratitude envers toi. C'est le fait que tu me Ah, dises un merci. jour en entrevue, il y a 2 ans, j'enseigne ce que j'ai envie d'apprendre. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, même quand le coach de vie est là. Les gens voient souvent les coachs de vie comme des gourous. Et toi, tu me montres pas ça du tout. T'es juste humaine. Et puis, on se dit, OK. Ben c'est ça. Alors, on est humain, puis en tant qu'humain, on a des bonnes journées, des moins bonnes journées, on fait des bons coups et des moins bons coups. Il y a des journées où est-ce qu'on a de la confiance et puis de l'espoir, puis d'autres journées où est-ce qu'on est en désespoir. Oui. Et c'est ça la vie, hein? Oui. Et puis, toi, ta thématique, là, hormis le fait de parler de gratitude aujourd'hui, ce que tu nous as toujours appris, c'est vivre dans le moment présent. Ne pas penser à hier, pas à demain, mais dans le moment présent. Ça, là, j'essaie de pratiquer ça, mais c'est pas facile du tout. En tout cas, Non, c'est pas on va. facile du tout. Et c'est de laisser aller aussi en partie, hein. Je pense que c'est ce qui est clair pour moi, c'est de laisser aller ses attentes et de juste Merci vivre. pour être là. C'est ça. Merci beaucoup, Sylvie. Au plaisir. Et puis, bon été. Bye. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, on se retrouve demain à 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Charles Robert, un univers électropop, des musiques planantes à découvrir. Soyez au rendez-vous.